Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 février 2023. Alors, tel que promis, je vais vous montrer l'un des livres, sans doute les plus rares de toute la littérature québécoise. Oui. Mais avant, je voudrais revenir sur la petite vidéo d'hier consacrée au livre de Jean Chauvin, Atelier. Et j'y mentionnais que l'un des artistes, Coburn, qui est mentionné, c'est un livre d'entretien où Chauvin visite les ateliers des artistes. Et une seule visite. Et il transcrit, il relate les propos qu'ils ont tenus, il entrelace le tout par ses propres commentaires ou par certains points de détail ou encore par une petite touche d'érudition. Mais tout cela sans aucune pédanterie, car l'ouvrage était destiné au grand public. Et quoique destiné au grand public, aujourd'hui, ça demeure une mine de renseignements extrêmement précieux sur cette période d'entre-deux-guerres, aux alentours de 1928, et 22, en fait. Je vous l'ai dit, de toute façon, je ne vais pas... oui, 28. Alors, ça demeure une mine de renseignements extrêmement important quant à cette période, quant à la vitalité. Et ce qui est frappant aussi, c'est que les deux communautés montréalaises, celle d'expression française et celle d'expression anglaise, au fond, s'alimentaient aux mêmes sources, c'est-à-dire la culture française. Les peintres, même s'ils avaient une ascendance anglo-saxonne, allaient faire leurs armes à Paris, allaient peaufiner leur travail en France. Et la France, pour les uns et pour les autres, restait l'axe où le travail d'artiste se déployait, restait la capitale où nécessairement il fallait y avoir fait ses armes et ses preuves. C'est étonnant, aujourd'hui les deux communautés, en fait j'aurais envie de dire, sont plus éloignées que jamais. Même si la plupart en tout cas un nombre important de Montréalais sont bilingues, autant dans les deux communautés, ces communautés ne se côtoient pas. Tandis qu'à l'époque, les artistes, et c'était la France qui était le phare où se rassemblaient les deux communautés. Alors, je mentionnais donc Coburn, Frédéric Simpson Coburn. C'est à lui, entre autres, que l'on doit, qui a fait les illustrations de The Habitant de Drummond, un très 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 beau livre, et par La Noël au Canada de Louis Fréchette. Alors, il a ce Coburn qui a fait ses études à Berlin, à Paris et à Anvers. Et donc, c'est surtout à Anvers qu'il a étudié. Alors, je vais vous lire un tout petit passage qui est assez extraordinaire, à mon sens. Depuis lors, Coburn s'adonne à la peinture uniquement dans son grand atelier de Richemont. Ça, c'est dans les cantons de l'Est. Je ne sais si on retrouve des traces de cet atelier. Dans les cantons de l'Est, et Richemont, c'est une ville qui ressemble vraiment à ces petites villes de la Nouvelle-Angleterre, avec la brique rouge qui a été confectionnée à même le sol de cette région. Donc, dans son grand atelier à Richemont et dans son appartement de la rue Saint-Mathieu, centre-ville de Montréal, à Montréal où il nous reçoit. Au mur, sur des chevalets d'étoiles très simples apparemment, mais où jouent toutes les modulations de la lumière et dont le peintre nous dit que chacune représente la solution d'un problème différent, d'un problème difficile qu'il s'est appliqué à vaincre.
Leurs sujets sont familiers à tous les amateurs de peinture. C'est le plus souvent un attelage de chevaux ou de bœufs allant des traîneaux lourdement chargés de rondins et qu'un bonhomme conduit lentement vers la rivière. Des festons de sapins, violets ou mauves, soulignent au loin les molles inflexions des monts et la neige avec ses ombres bleues brille sous un éclat vif. C'est aussi une route dans une éclaircie où le peintre a capté cette lumière qui vibre dans les bois et se pose partout sur les bêtes, la neige et les arbres. Ce sont encore, mais en très petit nombre, des paysages d'été, les travaux des champs dans une nature aux franches couleurs dorées. Mais on n'y voit pas que les œuvres du maître de logis. La collection de Cockburn est très riche en hollandais et en flamand et compte même un Vincent van Gogh de la seconde époque dont le peintre nous indique certains détails de sa composition et de matière et qui est signé Vincent en larges traits rouges. Sur un vieux meuble flamand, le peintre en possède plusieurs et d'infiniment précieux reposent les deux palettes, l'une pour la neige, l'autre pour les ciels et le sujet, d'une commode dont le dessus date du 15e siècle, parfaitement conservée pendant 400 ans et crevassée en 2 hivers par notre impossible chauffage qui ne respecte rien. Il tire une multitude de dessins, de croquis, d'études documentaires et d'illustrations de toutes sortes. Il y en a là de fantastiques, d'extraordinaires, comme les histoires du même nom d'Edgar Poe, et de romantiques comme les livres de Tennyson. En voici d'inédites que le peintre destinait à une ancienne légende flamande. Comment la misère se moqua de la mort. Notons encore le dessin de Laurent Houtan qui illustra l'assassinat de la rue Morgue, des eaux-fortes, des bois gravés et coloriés, une foule de dessins exécutés avec 2 crayons, un noir et un rouge, qui ont la fraîcheur et la coloris de petits pastels. Alors, je ne sais pour vous, mais pour moi, d'imaginer ce logis aux alentours de 1920, d'imaginer ce logis de la rue Saint-Mathieu avec des meubles flamands datant du 16e siècle, 15e siècle, et d'imaginer un Van Gogh. Alors, figurez que oui, un Van Gogh est parvenu dans nos contrées lointaines, boréales. D'imaginer cette scène me plonge dans une rêverie illimitée. J'ai raconté hier, parce que je vais y venir, sur un des livres. En fait, ça serait quoi les livres les plus rares de l'histoire du Québec? Celui-ci en fait partie, assurément, vu son très faible tirage, qui respecte les canons de la bibliophilie les plus exhaustifs, et L'Ankiou d'Alain Grandbois, dont je ne me remets pas de ne pas avoir acheté, quand j'en avais l'occasion, à un prix, somme toute, élevé, qui était à l'époque tout de même dans mes moyens. En fait, il aurait fallu que je fasse quelques sacrifices. Et je n'ai pas su saisir la balle au bon. Et il y a peu de temps, on me l'a proposé à nouveau à un prix qui, lui, là, maintenant, est nettement au-dessus de mes moyens. Et je ne sais pas quelle sorte de sacrifice je pourrais faire pour m'emporter acquéreur. Le Ankiou en question, vous le savez, c'est un texte d'Alain Grandbois, publié, imprimé en Chine, et dont la cargaison aurait disparu en mer de Chine, précisément. Ce qui rend cette
cet ouvrage extrêmement rare qui avait été publié à un très petit nombre d'exemplaires, et celui qu'on m'avait proposé à l'époque était truffé de quelques lettres du poète, ce qui ajoutait une valeur importante au livre. Il y a évidemment le chercheur de trésors, qui est de Philippe Aubert de Gaspé, qui est littéralement mythique, car je connais personne chez mes confrères qui ne l'a vu. Alors, et certains d'entre eux sont des vieux de la vieille, et jamais ils ont eu entre les mains, jamais personne leur a proposé, ils ne l'ont jamais vu. Moi-même, je ne l'ai jamais vu. Tandis que le Ankiou, je l'ai tenu et j'aurais pu l'acheter. Tandis que celui qui est considéré comme le premier roman, 1837, il faudrait vérifier, considéré comme le premier roman de l'histoire du Québec, de l'histoire littéraire du Québec, qui n'est pas l'ouvrage le plus important de Philippe Aubert de Gaspé, mais assurément, c'est le plus mythique. Et la valeur aujourd'hui, je veux dire, pour mettre un prix, là, sans réflexion, en fait, c'est difficile de mettre un prix sur un objet qu'on n'a jamais vu et qu'aucun de mes distingués confrères n'a vu. Je dirais comme ça 50 000 $. Facilement. Peut-être davantage. Et voilà. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Alors, mais je tenais quand même à vous faire entendre ce passage de Jean Chauvin, parce que Jean Chauvin reste l'un des principaux personnages de la vidéo de ce soir. Il y a plusieurs personnages. Alors, je vous ai parlé hier, le passage que je vous ai lu était consacré à l'Arche et au groupe Les Casoars et le Casoar Club. Alors, mais avant, il faut ici souligner l'extraordinaire travail inestimable du chercheur indépendant Richard Foisy, qui a fondé un groupe de recherche autour de toute cette question-là, de cette période, aux alentours 1913-1930, grosso modo, une quinzaine d'années. Et il animait donc des ateliers de recherche, des colloques, et le tout dans une publication, le Pisca. J'ai oublié de l'écrire. Enfin, est-ce que je l'écris et est-ce que je le prononce correctement? Je m'en voudrais de... Je vois que sur mes notes... Oui, le Piscatoritule. Alors, pendant un temps, j'étais abonné à cette brochure qui nous livrait d'importantes informations sur le groupe L'Arche, sur les Casoars et les peintres de la montée Saint-Michel. Richard Foisy a participé, entre autres, à une biographie très importante de Jean Arrache, en fait, d'Émile Coderre, mais mieux connu sous le nom de Jean Arrache, qui livrait à la radio de CKC, si je ne m'abuse, des bulletins humoristiques sur la condition des ouvriers, des Québécois qui étaient très pauvres à ce moment-là. C'est aussi également un chanteur, et c'est un poète, et je le redis, je le ressouligne, c'est un chercheur indépendant d'une grande importance. Et ça demeure pour moi extrêmement émouvant de constater que ces chercheurs indépendants qui œuvrent en dehors de l'institution universitaire, mais qui tout de même réussissent à faire des avancées très importantes dans le domaine de la recherche, de l'étude littéraire ou artistique, dont je pense qu'on ne souligne pas assez l'importance. Et à quelque part, je rêve non pas d'un compendium, mais peut-être d'un index de tous ces chercheurs indépendants qui ont fait avancer la réflexion et qui ont fait avancer la recherche intellectuelle et littéraire au Québec. Et on ne leur rend pas suffisamment justice, selon moi. Il y a d'autres noms qui me viennent en tête, mais dont Luc Gauvreau, qui est un spécialiste renommé du travail de Jacques Ferron.
Alors donc, la tribu des Kazawars. On s'approche du truc. Là. La tribu des Kazawars, 1913-1918. Et au début, ils se réunissaient à Outremont, sur la rue Champagneur, et leur groupe s'appelait les à Outremont-Martre. Et ils ont déménagé leur pénate au 22 rue Notre-Dame-Est. Et ce groupe d'artistes, une vingtaine, dont je peux vous nommer quelques noms tout de suite, Marcel Dugas, Panton, Ringuet, Édouard et Jean Chauvin. Plus tard, quand il y a eu le Kazawar Club en 1925, et c'est de ça dont il va être question, Louis Francoeur, Léopold Morin, Edwin Holgate, Robert Pilot, Louis Carrier. Alors, ce groupe d'artistes prenait la relève... Oh, est-ce que j'ai le temps de vous montrer ça? Prenait la relève de l'école littéraire de Montréal, de l'école... Ah, il n'est pas à portée de main. Qui se réunissait avec l'école littéraire de Montréal, 1898-1999, et ça a été publié sous le nom les soirées du château Ramsay. Alors, le tout intellectuel, le tout poétique, le tout littéraire de Montréal y était. C'était ouvert au public également. C'était très couru. Et eux, ce groupe des Kazawars a voulu prendre la relève, a voulu prendre la relève et avec un petit peu aussi de compétition. Car le nationalisme était fort en vogue, le nationalisme littéraire, la littérature du terroir, dont un auteur tel que Albert Laberge, dans son célèbre ouvrage La Squine, avait démontré, en tout cas avait montré les ravages du terroir. Il n'y avait pas d'apologie du paysan dans La Squine d'Albert Laberge. C'était au contraire, la condition du paysan était montrée sans phare et sans artifice, au point où La Squine, 1918, a été mis à l'index par le clergé, jugeant l'ouvrage démoralisant, licencieux et contre les valeurs de la nation. Alors, oui, les Kazawars, qui est un oiseau sans aile, une espèce d'oiseau très cruel et très méchant, semble-t-il, ils avaient choisi cet emblème aviaire en protestation, d'une certaine manière, contre cette littérature nationaliste et en proposant également une sorte d'exotisme à la fois amusant, à la fois contestataire. Il faut noter que l'ouvrage que je vais vous montrer dans quelques minutes, on s'y approche, a été justement réédité avec un appareil critique en 2004 aux éditions Varia, et c'est le chercheur Richard Foisy qui en a assumé la direction. Alors, de ce groupe, les Kazawars, celui qui en était le mentor, parce qu'il était l'aîné d'une quinzaine d'années, c'est Marcel Dugas, qui a été le premier à introduire, 1910 environ, 1915, a fait découvrir la poésie de Verlaine aux amateurs québécois. Dans l'ouvrage, on s'approche, je vous le dis, on s'approche. On s'approche de cet ouvrage extrêmement rare. Édouard Chauvin, le frère de Jean Chauvin, a dans un tout petit livre qu'il m'arrive d'avoir à la librairie, Les Figurines, nous offre un portrait sans en attribuer l'identité ni l'identité des protagonistes. Donc, nous offre un portrait du nom que s'était donné
les casoars. Alors, on y retrouvait, entre autres, pour vous donner une idée de l'esprit qui y régnait, dans cette arche, rue Notre-Dame, arche baptisée par Roger Maillet. On s'approche de Roger Maillet, là. Alors, donc, les noms proposés, c'était la Tsété humanitaire, la fourmi savante, l'ériophante essentielle, le vibrion sceptique, le trombone gallinacé, l'homo cavernum, le sphinx d'Halifax, le cerbère thésauriseur, le diamant natatoire, le xiphias édenté et l'icare illuné. Je vous disais que c'était Roger Maillet qui avait donné le nom à ce groupe d'artistes. L'endroit où ils se réunissaient, l'Arche, et les soirées qui s'y donnaient, qui ont duré quand même pendant 3 ans. On y mangeait, c'était à la fois des soirées gastronomiques, des soirées aussi où on faisait bombance, et parfois il y avait il y a eu des épisodes où il y avait des séances de pause de femmes nues qui se proposaient comme modèle. Alors imaginez 1920, autour de 1918, 1925, il faut imaginer toute cette atmosphère festive, hein, pour employer un mot fort à la mode, où le bon vin, les traits d'esprit et l'amour se conjuguaient admirablement bien. Alors, j'évoquais le nom de Roger Maillet. Roger Maillet, un mot sur lui, parce que je dirais c'est le thème principal, il est le thème principal de cette petite vidéo. Roger Maillet est né en 1896, il est mort en 1960. Et en 1918, il a été pilote de reconnaissance lors de la Première Guerre mondiale. C'est un héros de guerre, il est médaillé, et donc c'est lui qui a trouvé ce nom de l'Arche. Dans ce lieu, il y rencontre celle qui était pour devenir sa femme, Corinne Dupuis, qui était la fille de l'un des deux présidents fondateurs de du célèbre magasin Dupuis Frères, qui était le pendant canadien-français d'Eaton. C'était la réponse du nationalisme canadien-français à l'hégémonie anglaise. Et les magasins Dupuis étaient vraiment... moi, je suis assez vieux, j'y allais dans ma petite enfance. Aujourd'hui, ça n'existe plus depuis longtemps. C'est devenu le complexe Dupuis, en fait, devenu un bâtiment de type soviétique comme l'UQAM, comme toute cette région-là qui est aujourd'hui dévastée par la pauvreté, par l'itinérance et par les usagers de drogues très dures et des drogues de synthèse. Alors, c'est un quartier qui est le cœur le cœur culturel de ce qu'a été, francophone de ce qu'a été, de ce qu'était Montréal. Et avec la disparition d'Archambault, qui a été fondé au début du siècle, ce grand magasin de livres et de musique où on retrouve des objets de musique, le quartier traverse une assez mauvaise passe. Mais donc, c'était là où avait lieu, c'était là où avait lieu, où logeait ce grand magasin. Donc, il y rencontre Corinne Dupuis, qui est la mère de l'écrivaine André Maillet, et bien connue, qui a entre autres travaillé pour l'Amérique française, avec des dissensions avec sa mère, qui était plus traditionnelle. André Maillet a voulu... Ça, on va pas parler de ce soir de la revue de l'Amérique française, qui a sans doute été la revue la plus importante de poésie et de littérature. Gaston Miron, Anne Hébert, je pense Roland Giguère, ils ont fait leur première publication.
Et il fonde avec son frère le Petit Journal en 1926. Et ce Petit Journal, euh, dans ses meilleures années, euh, était tiré à 1 million d'exemplaires. Alors songez-y, c'est énorme. Et en 1930, il acquiert un domaine, gigantesque domaine, et ce domaine finira par... à l'île Perrot, et il finira par être la proie d'un incendie. Et hier, je vous racontais que l'un des petits-fils de Roger Maillet, que j'ai connu un peu, donc ma source elle est plus qu'excellente, me racontait qu'il avait, pour ainsi dire, achevé de détruire des Picasso qui avaient subi les outrages du feu. Alors, semble-t-il qu'il n'y avait plus rien à faire selon les propos qu'il m'a tenus à l'époque. Mais encore là, on imagine Van Gogh sur la rue Saint-Mathieu et on imagine des Picasso, peut-être la période bleue, hein, parce que, bon, Roger Maillet allait à Paris, il était un homme extrêmement riche, allait à Paris avec son chauffeur en livrée et fréquentait les galeristes les plus importants de Paris et c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé. On, on imagine, on a une espèce de vision du Québec d'avant la Révolution tranquille, euh, qu'il n'y avait que des incultes ou des cutéreux. La petite histoire également raconte, et mes sources aussi ici sont diverses et convergentes, que Régent Ducharme aurait logé et qui aurait été employé jardinier, peut-être, c'est à vérifier, aurait été donc recueilli à l'île Perrot par la famille Maillet. Donc, à l'île Perrot, donc dans le domaine L'Arche. Et Ducharme y aurait vécu un certain temps. Mes sources ici aussi, vous disais-je, vont dans le même sens. Alors, j'en arrive au vif du sujet, c'est-à-dire le fameux casoar, le fameux mémorial. Alors, tiré à 23 exemplaires, il a été tiré de cet ouvrage 23 exemplaires, hors commerce, le tout constituant l'édition originale et définitive. Les casoars, en souvenir du Casoar Club, Montréal, 1928. Alors, ça a été imprimé, c'est Louis Carrier, l'éditeur, qui l'a imprimé. Je ne vous le lirai pas, alors, mais oui, je vais vous lire deux tout petits passages. Alors, c'est une vingtaine de portraits d'auto, d'auto-admiration mutuelle. Alors, exemple, je vous donne un exemple. Jean Chauvin, le portrait de Jean Chauvin, peut-être c'est celui-là que je vais... Non, je ne vais pas vous lire celui-là. Eh bien, le portrait a été fait par Léopold Hull. Alors, je vais vous lire le portrait de Roger Maillet. Voilà, on va être cohérent. Mais il faut lire absolument... écoutez ça, ça vaut la peine, c'est extraordinaire. Note au libraire d'occasion de l'an de grâce 1999. Je me suis porté acquéreur de cet ouvrage en l'an 2000. Quelques mois après, à peine après 1999. Ne jetez pas ceci dans la corbeille au vieux papier. Ce volume à tirage tout à fait restreint a une grande valeur pour le bibliophile. Il n'a jamais été mis en librairie, et cet exemplaire provient de la succession de quelques casoars qui y figurent. Ne le lisez pas. C'est un traité pratique d'encensement mutuel et de dénigrement raisonné, ce qui est la même chose. Il devait, en principe, contenir 21 biographies dites fantaisistes.
Ne vous amusez pas à compter celles qui ont trouvé place. Les personnages qui sont ici dépeints étaient de leur vivant des hommes que les lettres intéressaient. Ils étaient néanmoins tous Canadiens de naissance. Ils sont morts, les uns de bonne grâce, d'autres en se faisant prier. Vous ne leur devez aucun ménagement. De leur vivant, du reste, votre opinion les aurait laissés totalement indifférents. Il y en avait de riches, il y en avait de miteux. Il s'en trouvait de beaux et de laids. Et tous n'avaient pas la même dose d'intelligence et d'esprit, ce qui ne nuisait pas à leur amitié mutuelle. Plusieurs étaient journalistes. Aucun n'avait, malheureusement, l'orgueil de sa race et la fierté de son drapeau. Car en ce temps-là, le Canada n'avait pas de drapeau et n'était pas peuplé par une race homogène. Tous sont maintenant au ciel. C'est là, si vous vivez aussi dignement qu'eux, que vous aurez le plaisir de faire leur connaissance quand la terre aura été soulagée de votre présence et les clients de vos prix. Merci. Il Duce. Ou Il Duce. Alors, il y a un texte en anglais consacré à Edwin Oldgate, et c'est Louis Carrier, à tout seigneur, tout honneur, qui l'a écrit. Et celui consacré à Roger Maillet fait à peine un paragraphe. Et il a été écrit par Léopold Morin. Et je conclus cette vidéo par cette lecture. Roger Maillet. Gros de corps, mais l'esprit souple et fin. Il va n'importe où au gré de sa froide fantaisie. Son œil imperturbable devant la joie comme devant la peine, ou le sarcasme, dit qu'il est bon, mais nul ne le connaît bien. Virtuose, il peut jouer avec l'idée la plus menue et la balader sans malice du Lido au perron de l'Hôtel de Ville de Montréal, en passant par l'Espagne de Debussy, où se mirerait au paradoxe, dans un reflet de jazz, un Poulenc endolori, innocent et sensible. Car ce sentimental veut nous donner le change et tromper tout le monde et soi-même, mais cela ne mène heureusement à rien. Léopold Morin. C'est quand même extraordinaire. 1928, il est question de jazz, il est question de Francis Poulenc, il est question de l'Espagne, il est question du Lido. Vous imaginez l'extrême modernité. Je vous dis que je conclurai là-dessus, mais je vais conclure sur autre chose. J'ai évoqué le nom de Corinne Dupuis. Corinne Dupuis, qui a été une grande ambassadrice des arts, une infatigable promoteur via sa revue, l'Amérique française, revue qui a été fondée par François Hertel et qui a été rachetée au bout de quelques numéros, par Corinne Dupuis. Une transaction de quelques centaines de dollars. Et qui avait été le témoin de cette transaction, de cet acte de vente, 1947, je pense? Eh bien, c'est Pierre Trudeau. Hein? Le maléfique Pierre Trudeau, qui en ce temps-là était une sorte de dandy, esthète, gosse de riche, insoucieux, et qui était pour devenir le géniteur de celui qui est l'actuel premier ministre, j'allais dire le premier sinistre, comme dit Sol, du Canada. Donc, Corinne Dupuis, à la base, elle était artiste. Oui, elle aussi, elle a fait des voyages en Europe.
Puis aussi, elle a été formée aux meilleures écoles, elle a côtoyé les artistes les plus importants de son temps. Et elle était peintre. Alors, je vais vous montrer l'une de ses toiles. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Et je sais aussi également que Corinne Dupuis a... Il y avait un hall d'entrée dans les magasins, dans le magasin de Dupuis Frères sur la rue Sainte-Catherine, Est, à Montréal. Et elle y a exposé ses œuvres, je pense, au début des années 50. Alors, et le tout Montréal, évidemment, y a accouru. Alors voilà, je voulais partager avec vous. Je vais sans doute revenir dans les prochains jours, les prochaines semaines, peut-être, sur cette période. Je vais rapailler les documents que j'ai. Certains sont tout à fait récents, d'autres plus anciens. Et cette époque a été vraiment, vraiment, l'époque d'entre-deux-guerres a été une époque foisonnante de créativité. Méconnue, va sans dire, étant donné que pour nous, en fait, modernes, la modernité débute en 1948 avec la publication de la brochure, comme dirait Raymond Abellio, le manifeste Refus global. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et à demain.